Donc vous étiez donc d'origine japonaise Oui. et vous êtes venu en France pour faire vos études. Oui. Et on se demandait donc qu'est-ce qui vous avait attiré dans le français déjà quand vous étiez au Japon. Enfin, spécifiquement la France, pas l'Allemagne ou Oui, c'est la vrai. Belgique. C'était la culture, aussi bien la musique, les beaux-arts. J'aime beaucoup les peintres surréalistes. Et j'ai été aussi attirée par la philosophie. Jean-Paul Sartre, Beauvoir. Vas-y. Je n'étais pas attirée par les produits de luxe, ni de marque comme Vuitton. Ah oui. Ça ne m'intéressait absolument pas. Sur le livre. Ouais, voilà, sur le livre. Ah oui, dans votre livre aussi, vous avez parlé que votre fantasme de l'Occident c'est tout d'abord nourri par la lecture de livres pour enfants. Et vous avez décrit les livres occidentaux pour enfants en faisant une description idéalisée, donc avec des beaux décors, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les contes japonais? Oui, parce que les contes japonais, c'était souvent dans des cadres un peu pas tristes, mais ça se passe dans un pays où il neige, qu'il y a beaucoup d'endurance. Mais en fait, c'est aussi l'éloge des efforts. Alors que les contes occidentaux, il y a aussi toujours des philosophies dedans. Mais déjà, j'imagine un décor qui n'est pas mon décor quotidien. Donc déjà, ça fait rêver. Donc, j'imagine quelque chose que je ne connais pas encore et que j'ai vu soit à travers d'autres livres de photos, etc. Donc déjà, ça fait fantasmer. Et donc, quand on fantasme, c'est toujours plutôt positivement. Oui. Mais les contes japonais sont aussi très beaux. Est-ce que vous pouvez nous donner des contes japonais? Et alors, c'est comme Tsuruno Ongaishi, vous connaissez? C'est une grue qui en fait, qui rend la gratitude à celui qui a sauvé. Ça se passe dans un pays enneigé. Urashima Taro, vous le connaissez? C'est pas très très triste, hein, mais vraiment la fin est un peu dramatique. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a comme Kaguya Hime. Il y a toujours quelque chose d'un peu nostalgique, un peu triste. Oui. Donc par rapport au fait que vous ne trouviez pas bien donc, au Japon, vous parlez de votre famille, l'environnement familial, et donc des relations entre le père et la mère, et donc d'un père qui est rarement là, et d'une mère qui reste tout le temps au foyer. Et là, je pense que c'était tout à fait dans la norme, et ça n'a pas beaucoup changé, je pense. Même maintenant, les Japonais travaillent beaucoup, enfin ceux qui travaillent. Il y a le problème de chômage qui est apparu, ce qui n'était pas le cas à l'époque, mais des femmes, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent maintenant et qui ont des postes de responsabilité, mais en fait, quand elles travaillent beaucoup, ils n'ont pas, elles se marient pour se marier, mais n'ont pas beaucoup d'enfants. Enfin, c'est vrai que c'est pas évident de mener deux fronts en même temps, quoi. Et c'est rare que les hommes, enfin le mari et la femme, sortent ensemble le soir, déjà, au Japon. Moi, quand je retourne au Japon, je vois toujours mes amis. Il y a des femmes qui viennent aussi, il y a des hommes, mais jamais accompagnées. Ce n'est pas dans la coutume. C'est aussi dans des villes comme Tokyo, qui est gigantesque, quand les filles travaillaient, souvent ils s'enchaînent pour sortir. Ils ne vont pas rentrer à la maison d'abord et ressortir, parce que ça fait beaucoup de déplacements. Donc là, disons, ce type de relation que j'ai eue avec mes parents, c'était tout à fait normal. Parce que ce n'est pas quelque chose
était exceptionnel pour moi. Et parce que par exemple aujourd'hui donc la natalité baisse beaucoup au Japon et donc il y a certains politiques qui disent que c'est parce que les femmes travaillent plus, mais finalement il y a quand même beaucoup de femmes qui restent à la maison. Parce qu'il y a le sacrifice de travailler, du coup. Oui. Mais même ceux qui... Alors, il y a des problèmes, c'est assez... Enfin, il n'y a pas une seule explication. Je pense qu'il y a plusieurs explications. Donc, c'est vrai que du fait que les femmes travaillent beaucoup et qu'ils ont maintenant acquis un certain statut social, que les hommes se sentent un peu moins valorisés. Et du coup, vous avez entendu parler du genre qui s'appelle Soshoku Zoku, non? C'est les hommes qui sont des herbivores. C'est-à-dire que les hommes qui sont... un homme, disons par essence, sont des chasseurs, donc c'est des carnivores. Mais donc ce sont quelqu'un qui chasse aussi des femelles. Et là maintenant, aujourd'hui, la tendance est que les hommes sont incapables de s'adresser à des femmes directement. Donc il y a de plus en plus de célibataires. Et il y a des konkatsu, ça c'est le konkatsu, vous connaissez, non? Konkatsu, c'est une sorte d'organisation, ils essaient de favoriser les rencontres entre les jeunes femmes et les hommes sont très timides. Donc c'est en fait, les rapports entre hommes et femmes ont un peu évolué. Avant, les Japonais étaient un peu des machos, mais ce ne sont pas des machos comme des... quand même, mais ils sont devenus plus, disons, entre guillemets, faibles. Mais ce n'est pas seulement ça, la baisse de natalité aussi. Je crois que... Enfin, il y a aussi de plus en plus de otaku aussi. Otaku, c'est surtout des garçons. Donc les hommes qui se fantasment sur un modèle virtuel. Donc elles ont peur d'être avec les vraies femmes, mais préfèrent des femmes virtuelles dans les jeux vidéo. Et ça aussi, ça déforme un peu les relations. Et au Japon, il y a quand même un phénomène assez paradoxal, c'est qu'il y a le business de sexe est très très développé. Et donc il y a d'un côté, à la maison, les rapports mari-femme un petit peu, disons, inexistants. Et d'un autre côté, les hommes préfèrent, disons, trouver le plaisir ailleurs. Donc il y a qu'on appelle abstinence est un problème assez important au Japon. C'est peut-être parce que c'est un tabou aussi que cette industrie, peut-être c'est... Aussi, je pense, le tabou a fait que des rapports normaux n'ont pas été aussi développés. C'est pas quelque chose de très naturel. Ça c'est dommage, parce qu'il y a aussi, en plus, il y a la pudeur aussi au Japon. Moi, ce qui m'avait choquée, parce que j'étais dans une école de filles au Japon, et justement, il y a une école des garçons ou des filles qui se sont rencontrées, et en fait, normalement, c'était censé être le même groupe d'amis, mais il y a les garçons qui se sont assis à une autre table, et les filles à une autre table, et j'ai vraiment été choquée, parce que je me suis dit, mais pourquoi? Ça m'a fait bizarre, parce qu'en France, c'est pas du tout comme ça. Mais même en France, moi j'ai des amis de ma génération qui ont été dans des écoles de filles. À l'époque, ça existait, il y a longtemps, il y a 40 ans, 50 ans. Et là, elle m'a dit qu'elle n'avait pas appris à être naturellement avec les garçons. Donc, c'est important d'être, disons, quand on met soudain dans des groupes comme ça, des garçons et des filles, on ne sait pas quoi faire. Alors que si on se trouve dans la même classe naturellement, on s'y habitue. Donc il y a des rapports qui sont plus spontanés. Et donc vous dites aussi qu'il y avait un tabou autour de la sexualité, même, plus précisément, c'est... Donc c'est quelque chose dont on ne parle pas. Donc, il n'y a pas eu de cours d'éducation sexuelle. Et en même temps, c'est quelque chose qui existe. Donc ça fait doublement un tabou. Donc vous voyez, on n'en parle pas, mais il y a des sex shops, des choses comme ça qui sont extrêmement présentes aussi. Il y a des films porno aussi. Donc
c'est une sorte de honte aussi. Mais ça se... Ouais, je pense que ça continue encore, enfin, c'est même différemment pire avec cette prolifération de jeux vidéo et des choses comme ça. Enfin, la génération otaku, c'est c'est un peu pas naturel. Pour revenir à vos parents, vous dites dans votre livre que votre mère souhaitait pour sa fille donc une vie normale de japonaise, tout en respectant la tradition de mariage, femme au foyer, enfant, et que aussi par exemple votre père aurait été déçu de ne pas avoir eu de fils. Que pensez-vous de ça? Ça maintenant ça peut-être un peu évolué, mais le nom de la famille se transmet père et fils. Donc il y a la tradition de garder le tombeau familial. Et quand on n'a pas de garçon, c'est vrai que le nom s'arrête. Donc maintenant, une femme peut prendre un mari qui prend le nom de la femme. C'est possible. Mais je pense que même dans d'autres pays, il y a beaucoup de pères qui veulent avoir les successeurs, les héritiers. C'est naturel. Et votre mère, quand elle souhaitait vraiment l'impression, l'image de la femme japonaise vraiment traditionnelle. Oui, c'est vrai que les femmes, les mères souhaitent toujours le bonheur des enfants sans problème de santé. Donc c'était un peu naturel aussi, mais parce que moi je suis un peu différente par rapport à mes enfants. Je veux que les enfants soient indépendants et autonomes et qu'ils se réalisent comme elles veulent. Enfin, c'était exactement ce que j'aurais aimé faire. Et ce que finalement j'ai fait. Et donc aussi vous parlez dans la société en général qu'on ne peut pas être original, ce que tu disais c'est tout vrai, à l'heure, que vous étiez bonne élève par exemple, et vous étiez mal perçu un peu par le reste de la classe. Quand on est un peu différent, déjà c'est très très mal perçu. Il y a ce phénomène de hijime encore au Japon, c'est de brimade. Ça peut être un enfant qui ne réussit pas aussi, mais c'est vrai que quand il y a une petite différence, même moindre, comme tout le monde est un peu pareil, physiquement aussi, tout le monde a des yeux noirs, donc physiquement il n'y a pas d'autre race, s'il y a pas non, c'est vrai que donc ça se remarque davantage et c'est difficile de faire changer la mentalité. Pourquoi vous pensez que les Japonais ils restent comme ça Parce que ce sont des insulaires, donc il n'y a pas déjà c'est un pays qui a fermé la frontière pendant 300 ans, ce n'est pas anodin, et il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent. Les Japonais voyagent, mais pour voir, ils rentrent à la maison. D'ailleurs, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent partir à l'étranger, qui voyagent. À mon époque, on partait plus. Parce qu'on était... Ah oui. C'est quelqu'un qui m'a dit. Et donc, par rapport aux guerres mondiales, vous disiez qu'il y avait une grosse influence au niveau de la mentalité, par exemple, de cet effet de groupe. On veut se sacrifier un peu pour la patrie. Et que malgré l'horreur de la guerre, c'est resté. Je pense que c'était quelque chose de beaucoup plus, disons, ancré dans la mentalité. Et c'était aussi ça qui fait la force des Japonais. Donc on peut s'unir, on a une force collective importante, on a le respect des autres. Ça, c'est un aspect extrêmement positif. Mais de se tuer tout le temps, tuer sa personnalité, et ça aussi, donc c'est un double tranchant. Donc il faut avoir un bon équilibre des deux, je pense. Parce qu'avoir le respect des autres, c'est quelque chose qu'on oublie maintenant dans d'autres pays.
que l'individualisme est un, pour moi, c'est assez positif, mais en France, ça a tendance à être considéré comme quelque chose de négatif. Voilà. On est un peu égocentrique. Dans votre livre, vous dites que la harmonie collective dans la société était très importante et que le proverbe important à l'époque, c'était quand on piquait des passes les autres, il va être tapé et enfoncé. Donc oui, c'est bien ce que vous dites. C'est ça. On doit être vraiment bien. Dès le coup, il va outer. C'est connu. Donc, comment on dit en japonais? C'est dès le coup, il va outer. Dès le coup, quand ça dépasse, il faut que ça soit harmonieux, harmonisé. Ouais. Vous l'utilisez encore beaucoup, cette expression? Je pense que oui. Mais bon, ça, c'est souvent les étrangers les occidentaux qui c'est comme ça explique bien certains aspects de la mentalité japonaise. Oui, d'ailleurs, c'est extrêmement négatif comme. Il n'est pas perçu comme ça au Japon. Et finalement, vous vous êtes sentie très seule, au Japon? Au Japon, il y a des moments quand j'étais adolescente, quand j'ai fait une crise justement d'anorexie, je me sentais très très seule. Mais c'était aussi voulu, c'était une espèce de combat personnel. Donc j'étais révoltée contre le système de la société à cette époque. Et mon entourage, donc c'était. C'était un combat solitaire. Est-ce que votre mère, elle a compris au fil des années justement que vous étiez différente et que c'était vraiment votre place, vous la sentez pas forcément au Japon comme les Japonais? Oui, et là ça se fait petit à petit, à long terme. Et déjà, quand j'ai fait des études, que j'ai écrit pas complètement, ça s'arrête la première année de mes études. Quand j'ai voulu venir en France, elle était très, très déçue, très triste. Mais finalement, moi j'étais convaincue. Moi j'avais une conviction. Quand j'étais jeune, j'avais pas de peur. Donc voilà, j'ai fait ce que je voulais. Et puis petit à petit, ça s'est fait. Il y a des choses très positives et quand même, c'est vrai qu'elle habite loin. Donc je vais souvent au Japon maintenant. J'arrive à y retourner, donc c'est. Et mes enfants adorent aller au Japon, même si j'ai pas réussi à leur bien apprendre le japonais. C'est une génération. J'ai fait beaucoup d'efforts pour m'intégrer à la société française, parce que j'aimais bien, que j'avais la volonté. Mais donc, d'apprendre la langue maternelle, donc ma langue aux enfants. D'abord, quand mon fils est né, je travaillais beaucoup, donc je n'avais pas le temps. Et que le père de mon fils ne parlait pas du tout japonais, qu'il ne s'intéresse pas spécialement au Japon. Donc là, j'ai mis quand même au lycée La Fontaine. Et c'est maintenant qu'il se réveille, donc il fait le japonais, il apprend aussi, il fait beaucoup de kanji. Et mes deux filles, en fait, curieusement, elles n'aiment pas elles adorent aller au Japon. Elles adorent certains aspects du Japon, mais n'ont jamais aimé les mangas, n'ont jamais aimé même des dessins animés de Miyazaki que je trouve formidables. Elles ont boudé totalement. Et ils n'aiment pas du tout la mode kawaii. Donc voilà, c'est difficile de les intéresser. Est-ce que vos enfants, donc, ils aiment le Japon, ils ont envie d'apprendre? Est-ce qu'ils aiment le côté traditionnel? Ils s'intéressent beaucoup à oui. Le côté tradition, ça c'est un respect total. En même temps, la vie, mon fils a dit, quand il avait 8-9 ans, quand on allait pas si souvent au Japon, mais il adorait aller au Japon. Et un jour, j'avais une opportunité. C'était pas tout à fait une opportunité bien présente, mais si j'avais insisté, j'aurais pu avoir un travail intéressant au Japon, pour un truc français. Alors, elle m'a dit, mais maman, le Japon, c'est génial pour les vacances, mais c'est pas pour aller travailler. Il a dit ça. Donc, il a vu tous les salariés
enfin col blanc, enfin, donc il avait compris très très vite. Et curieusement, mes filles, à même âge, depuis 0 ans, elles vont au Japon, elles ont dit exactement la même chose. Donc ils ont observé, malgré tout, la vraie société japonaise. Ouais. Donc, voilà. Donc vous détestez pas le Japon pour autant, c'est... Non, mais quand je vais au aspects... Japon, c'est extraordinaire. Moi, j'adore y aller. Mais maintenant, je me sens beaucoup mieux en France, même malgré tous les problèmes qui s'accumulent. Ouais. Et puis, j'ai voyagé beaucoup dans d'autres pays. Donc, là, je viens de l'Argentine. C'est le pays de l'Argentine. Ça, j'adore, disons, d'être en contact avec des gens d'autres cultures. Et ouais. Ça va continuer. Et donc, pourquoi vous avez choisi donc de rester en France juste après votre première année d'études ici? Oui, alors je suis retournée au Japon en fait. Oui. Et là, je me suis vraiment sentie pas bien. C'est-à-dire que j'avais retrouvé des amis, mais la plupart des amis ont commencé à travailler dans des systèmes à l'époque extrêmement contraignants. Donc, ils étaient souvent envoyés, la première année de l'embauche, ils éloignent de Tokyo. Ça, c'est des grandes entreprises japonaises. Donc, ces gens-là sont mis à travailler, mais comme des esclaves. Et moi, j'ai trouvé quelques copains qui ont redoublé et qui étaient sympathiques. Mais je sentais que c'était plus la... Oui, parce qu'avant, quand on est étudiant, on s'amuse beaucoup. Et puis, quand même, j'ai fait des tentatives. J'avais déjà un diplôme d'interprète. Donc, je commençais à travailler comme traductrice à interprète, mais j'ai quand même essayé d'intégrer une entreprise, comme des bons japonais, et là, j'étais vraiment heurtée à des problèmes ils étaient extrêmement, les gens étaient extrêmement froids. C'était dans des entreprises il y a soit des médias ou des distributions de cinéma, parce que je m'intéressais beaucoup au cinéma. Et on me dit, vous avez été 1 an à l'étranger, pourtant j'avais obtenu une bourse, donc j'avais passé un concours, j'étais élue pour étudier en France. Vous avez passé 1 an, vous avez 1 an de plus, vous avez déjà 23 ans, peut-être dans 2 ans vous allez vous marier. Donc, et on m'a refusé alors que j'avais un CV de rêve. Et je trouvais ça injuste, donc je dis si c'est comme ça, je vais travailler. À l'époque en France, il y a moins de problèmes de chômage. Et tout de suite, j'ai trouvé du travail. Tant mieux. Et quand vous êtes retourné donc au Japon une première fois, vous n'avez pas eu de problème avec la culture, le choc culturel? Parce que je sais que par exemple en France, les Français s'habituaient à parler, à dire tout ce qu'ils pensent, alors qu'au Japon, il faut toujours faire attention à ce que l'on dit. Mais moi, quand j'étais étudiante, je parlais comme les Français, avec des copains, donc c'était, on est des postes 68 ans, on aimait beaucoup discuter en buvant. Donc, c'était, quand on est étudiant, tout est permis. Une fois dans la société, c'est différent. Et vous avez écrit donc le livre en 2005 2005, oui. En fait, j'avais commencé à écrire il y a bien longtemps, et j'ai toujours écrit, mais c'est difficile d'écrire en français aussi. Moi, j'adore l'écriture en français, beaucoup plus. Moi, je trouve ça génial que vous ayez écrit en français. Oui, non, c'est un travail. Et donc là, j'ai fait énormément de changements. Donc j'ai réduit. Avant, c'était beaucoup plus long. Oui, et donc j'ai sorti ça en 2005. Il y a un éditeur qui m'a publié, je suis très contente. Et pourquoi vous avez choisi de le publier, de mettre votre histoire un peu au public? Oui, mais c'est pas mon histoire, c'est mes émotions et mes sentiments, parce que il y a de plus en plus d'auteurs français ou même belges qui écrivent sur le Japon et qui racontent tout ce qui se passe au Japon, mais sur des visions de la part des Occidentaux. Et il n'y a pas vraiment de réponse à ça, c'est qu'il y a eu il y a des livres japonais qui sont traduits, d'accord. Mais moi, je m'intéressais vraiment au lectorat
français que je vis en France, que je voulais exprimer les choses que je ressens, parce que les Japonais, on dit qu'on ne s'exprime pas beaucoup, donc on est un peu inexpressif, donc on ne comprend pas. Enfin, donc en fait, c'était pour répondre à ce manque. Donc je voulais surtout écrire en français et de m'adresser directement en français aux Français. C'est génial, je trouve. Et vous avez publié le livre au Japon aussi? Non, ce livre n'a pas été édité au Japon. Il y avait des tentatives, mais ça n'a pas abouti. Par contre, ce livre a été traduit en russe et c'est publié en Russie. Là, j'étais vraiment j'étais extrêmement fière de ça. D'accord. Et donc, particulièrement la famille japonaise, vous avez observé des évolutions? C'est vrai que les hommes, dans une famille, les hommes aident beaucoup plus maintenant. Les couples que je connais, enfin les jeunes, les femmes travaillent, les hommes travaillent, ils s'entraident énormément. Mais il y a toujours ce problème de garde d'enfants. Au Japon, il n'y a pas de babysitter, enfin pas de disons, les coutumes de babysitter. Donc même quand mes enfants étaient petits, que je voulais comme ça trouver une babysitter, c'était impossible. Et les étudiants, moi quand mes enfants étaient petits, j'ai toujours eu des babysitters, le soir aussi bien, fin d'après-midi, tout ça, tout le temps. Mais les lycéens ne font pas ça comme le job. Alors, soit quand on n'a pas de grands-parents, quand on n'a pas un entourage, c'est difficile de s'organiser. C'est pour ça peut-être que la société a dû évoluer du coup. Oui, il faudrait que préparer à ça, avoir plus de place dans les crèches, et sinon, c'est pas évident. Comme il y a la princesse Sawako, qui, en fait, elle a eu une fille et elle se bat pour la liberté de sa fille parce qu'apparemment au Japon, donc il y a eu la dernière impératrice au Japon, c'était dans les années 1700. Et du coup, ils ont essayé de. Elle a eu une fille au grand désespoir de son mari qui voulait évidemment un homme, et elle essaye de faire valoir le droit de sa fille parce que au Japon il y a déjà eu des impératrices. Et du coup, apparemment c'est un long combat, c'est très dur. Ça a l'air compliqué, hein, mais c'est vrai, pourquoi pas qu'on arrive d'Angleterre. Et au niveau des mariages, il y a beaucoup de mariages arrangés. Alors, mariage arrangé, au Mihai, c'est en voie de disparition, mais maintenant il y a ce konkatsu, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui s'organisent eux-mêmes, ce qui est pas mal du tout, parce que, mais cela dit, il y a une vieille dame qui a dit qu'à mon époque, il n'y avait pas de célibataire, parce qu'il y a toujours des omiyai, il y a toujours une tante, un employé qui s'organisait pour proposer quand il y a quelqu'un qui est célibataire, les entourages s'arrangeaient pour trouver quelqu'un. Donc finalement ça se passait pas trop mal, il n'y avait pas beaucoup de divorces. Maintenant, c'est vrai que les konkatsu sont des gens qui veulent se marier. Donc c'est un peu comme, pas speeding date, mais ils n'utilisent pas énormément. Enfin, ça se passe, disons, on utilise Internet, mais on ne rencontre pas beaucoup par les applications. C'est mieux les konkatsu que par comment on appelle ça, des applications, autour de vous, Tinder, c'est mieux. Parce qu'on ne fait pas. Les konkatsu, quand même, on fait une soirée, donc soit un voyage en bus est organisé pour passer un week-end, et donc ils font connaissance. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et les parents de ces konkatsu, ils sont d'accord avec ce système? Oui, parce que c'est un peu comme. C'est naturel, c'est pas. Rien de mal. Ils ne sont pas obligés de faire quelque chose, donc ils se rencontrent, ils sont quand même assez. Comme c'est un groupe, donc ils se surveillent aussi entre eux, ils ne font pas des choses. Non. Je pense, j'ai jamais fait. Mais il paraît-il que les konkatsu des gens divorcés aussi. J'ai rencontré un chauffeur de taxi qui a vécu longtemps aux États-Unis, qui est rentré au Japon. Il dit oui, le Japon c'est un pays de rêve, parce que j'ai trouvé il était divorcé. Une femme par les konkatsu des divorcés, j'étais hyper heureux.
Et les divorces, Ah oui, mais les divorces, c'est il y en a de comment? plus en plus. Ouais. 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 Ouais, Ça, c'est libéré, D'accord. je pense, oui. Et une femme donc, qui est seule avec un enfant, même après divorce, Je pense que c'est pas très mal vu, hein, sauf que... C'est un peu difficile, non, le niveau de vie. Oui, ça dépend des gens. Si le mari, l'ex-mari donne une pension alimentaire énorme, ça va, mais sinon, c'est pas que... Parfois, oui, ça dépend des cas, je pense. Et au Japon, par exemple, le 19e siècle, et après, je sais pas, jusqu'à maintenant, je pense que ça existe encore, les enfants qui restent vivre avec leurs parents, tout ça, qu'est-ce que vous pensez C'est de vrai, ça? c'est vrai. Autrefois, mes amis vivaient souvent avec leurs grands-parents dans les maisons japonaises. Maintenant, ça se fait de moins en moins, parce que les maisons ne sont pas si grandes, en général. Mais oui, c'est une bonne chose. Et c'est toujours l'aîné qui reste avec les parents. Donc, souvent, c'est la femme de l'aîné qui doit supporter les belles-mères et les beaux-parents. Moi, je m'entends très bien avec la femme de mon fils, donc c'était vraiment notre mentalité. J'ai une famille d'accueil au Japon, donc c'était ma famille d'accueil. Elle vivait donc avec sa mère, pas dans la même, en fait c'est dans le même immeuble, au même étage. Donc il y avait dans des maisons dans des appartements différents, mais il y avait donc ma famille d'accueil, il y avait sa mère et il y avait sa fille et puis ses petits enfants, tout ça qui vivait au même endroit. On mangeait tous les soirs, on se réunissait tous. Oui, mais c'est sympathique, non? Oui. Mais en même temps, les jeunes qui ont 25-30 ans, qui restent toujours célibataires chez leurs parents, c'est un peu problématique aussi. Ils n'ont pas... Et les femmes célibataires qui ont fait une carrière professionnelle, elles s'en sortent, socialement, est-ce qu'elles sont bien? Oui, socialement, ils ont une belle vie, mais sinon, ils ne font pas d'enfants, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas. Parce que c'est vrai qu'une autre chose qui est importante, c'est que l'éducation des enfants, ça coûte cher, et il y a beaucoup de compétitions pour entrer dans les bonnes écoles. C'est un peu absurde, parce que les enfants, c'est pas que les bonnes écoles qui comptent. Enfin, il y a des enfants qui sont doués pour d'autres choses. Mais la plupart des parents veulent que les enfants intègrent une bonne école. Et d'ailleurs, comme tout le monde. Ça, je trouve ça, c'est dommage, parce que les enfants vont à une école Juku. Juku, c'est une école après l'école. Et moi, j'ai fait ça et j'avais vraiment pas de souvenirs d'enfance. C'est vrai, mais c'est vrai, c'était vrai. Mais donc, et ça coûte de l'argent aussi. Donc, c'est vrai que c'est un problème, l'éducation des enfants. Et l'école, ce système de sélection, ça, c'est un problème. Avec les concours, Parce que j'ai l'impression, moi étant allée à l'école au Japon, je trouvais qu'il y en a beaucoup qui faisaient des juku, donc des cours après l'école, tout ça. Et il y en a beaucoup qui dormaient en cours parce qu'ils n'arrivaient plus, ou dans le train, tout le monde qui dort parce qu'ils ne dorment pas beaucoup. Oui, au lieu de faire des sports, autre chose, c'est pas très sain, je trouve. Non Mais ça dépend des écoles. Moi, ce que j'ai fait finalement, après, quand j'ai passé le concours au moment du collège, je suis rentrée dans une école privée. Il n'y avait plus le concours jusqu'à l'université, donc je faisais beaucoup de sport. Certaines écoles sont bonnes. Après, que pensez-vous des uniformes, par exemple, dans l'école Oui, en fait, moi, je trouve que c'est à la fois... disons un peu triste et pas négatif, parce que on se casse pas la tête pour qu'est-ce qu'on va mettre. Mais c'est vrai que ça tue un peu la personne, disons l'individualité. C'est pour ça que le week-end, les jeunes japonaises ont envie de se montrer, se déguiser, pour tu vois, extérioriser des choses, je pense, davantage. Parce qu'ils compriment tellement leur désir d'apparaître différemment. Mais cela dit, c'est pratique aussi.
Moi, j'étais dans une école donc, privée, Rousset, et en fait, il n'y avait pas vraiment d'uniforme de l'école, mais les Japonaises adorent mettre des uniformes, du coup, elles avaient tout un uniforme différent. Donc ça aussi, je trouvais ça pas mal, parce que ça permettait quand même d'affirmer il y a des choses de différentes. Mais moi, mon collège n'avait pas d'uniforme, mais ça, c'était bien parce qu'on ne s'habille pas d'une façon quand même un peu trop osée. Enfin, on fait attention parce qu'on va à l'école et on arrive à bien savoir s'habiller, en fait, déjà petite. Parce que pour chaque endroit, il faut quand même apprendre comment s'habiller, quelle tenue choisir. Et ça s'apprend. Et quand on porte l'uniforme tout le temps, on n'apprend pas. Enfin, on n'a pas de moyen de... Je sais pas si t'en as d'autres. Regarde, excusez-moi. Oui, vous dites que donc il y a le cliché de la femme japonaise, donc soumise, souriante, raffinée. Que pensez-vous de ça? Ça, c'était le cliché vu par les Occidentaux. Je ne sais pas si ça a changé ou pas. Non, comme il y a beaucoup de mangas où ils reprennent cette image-là, c'est vrai que c'est l'image principale qui arrive en France. Vous pensez que pourquoi cette image-là est montrée aux Occidentaux? Parce que c'est aussi la vérité. Au Japon, les femmes est appréciée quand elles sont... quand elles n'est pas soumises, mais qui ne sont pas excessives, pas arrogantes, pas agressives. C'est la vertu de la femme doit être comme ça. Donc, et il n'y a pas beaucoup de... au Japon, on n'aime pas les conflits, donc il n'y a même pas le conflit verbal. Qu'on s'extériorise moins. Donc c'est vrai que même les hommes sont assez calmes, non? Sauf dans des films de manga peut-être. En fait, la femme japonaise, elle doit rester à sa place, c'est ça. Donc, par exemple, j'ai rencontré une fois un japonais qui justement était, je crois, il travaillait dans la psychologie et tout ça, et qui racontait que justement le problème dans la société japonaise, c'est que la femme ne restait pas à sa place. Maintenant. Oui, et ça m'a un peu choquée parce que je me suis dit, mais la femme, si elle dit... Oui, mais d'abord, qu'est-ce que c'est ça, la place de la femme? D'abord, il faut savoir ça. Oui, voilà. J'étais choquée, je me suis dit, ça doit être dur quand même, parce que je vois souvent la femme, j'ai l'impression que itsumo gama shinakereba naranai mitai, parce que c'est le mari justement qui amène l'argent, du coup c'est la femme qui doit s'occuper pour que le mari soit bien, et je sais pas si c'est exact ou pas, mais rester en arrière pour pas avoir de conflit, tout ça. Mais je pense que c'est en train de changer, un peu quand même. J'espère. Mais l'autre problème, à l'autre excès, c'est que quand les femmes sont trop brillantes, elles gagnent bien mieux que leur mari, quoi. Le mari devient complexé. Autre problème. Voilà. Et je me demandais donc par rapport au combat que vous disiez mener, si vous pensez l'avoir réussi. Et en fait, moi j'ai dit un combat, j'étais un peu égocentrique, c'est-à-dire que c'était personnel. Donc moi je n'ai jamais regretté d'être partie du Japon, parce que j'ai ma vie qui est assez... c'est pas toujours très simple, mais je suis très heureuse de vivre maintenant. Mais j'aurais aimé que ça soit... J'aurais aimé participer à un combat plus global, plus collectif, ce que je n'ai pas fait. Donc j'ai essayé avec des livres et tout ça. Mais bon, c'est que je n'ai pas tellement d'occasion de m'adresser aux Japonais, aux Japonaises. Ça
Ça, je sais pas, j'ai manqué j'avais pas eu d'occasion. Je pensais qu'il y avait, avec les livres et tout ça, il aurait pu avoir des débats, mais ça n'intéresse pas les Japonais, mon problème. Alors que ça intéresse beaucoup les Occidentaux. Au Japon, en tout cas, en fait, j'ai trouvé le sujet du TPE parce qu'au Japon, justement, à l'école, on avait travaillé sur le droit de la femme au Japon, à l'école, et ça m'avait touchée parce que je pensais que les Japonais, enfin, je savais que c'était un problème qui les concernait, mais je pensais qu'ils s'étaient tellement fermés sur la question qu'ils ne travailleraient même pas ça à l'école. Enfin, je me doutais vraiment pas. Et du coup, quand on a pensé à faire un projet sur le Japon, je me suis dit, j'ai envie de travailler sur la femme japonaise parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et même les Japonaises, elles savent que c'est pas normal, mais elles restent en arrière. Elles se disent souvent, de toute façon, ça va rien changer. Enfin, moi, j'ai cette impression en tout cas. Oui, je pense. Puisque le poids de la tradition est là, la tradition n'est pas toujours disons, à jeter, c'est quelque chose de bien aussi. Donc, voilà le dilemme. Il faut faire, il faut aussi se soumettre à la tradition, ou bien de casser tout et Mais je pense qu'il y a une bonne, disons, un point d'entente possible. Surtout moi ce que je pense, c'est que le système éducatif japonais doit évoluer, que les enfants ne sont pas obligés d'aller à l'école après les cours, que tout le monde, c'est aberrant. Et là, des enfants soient plus libres, on leur apprend à être, disons, libres, autonomes et qui réfléchissent par eux-mêmes, pas obligés de travailler. Et ça va faire des Japonais plus, disons, libres, je pense. C'est très important, l'éducation. Non? Et oui, ça m'avait marqué parce que dans la famille d'accueil, il y avait une petite fille de 7 ans. Et c'était vraiment... par exemple, quand on voit un enfant français, par exemple, on se dit elle est petite, donc voilà, c'est normal si elle pense un peu comme ça égoïstement. Elle avait 7 ans et c'était vraiment, il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle faisait. Elle disait vraiment, t'es une ennemie. Donc ça m'a vraiment marqué parce que c'était vraiment une différence, mais depuis tout petit, c'est impressionnant. C'est très dangereux. Il y avait déjà l'histoire de pédophilie, parce qu'au Japon, il y a eu, on n'en parlait pas tant que ça de la pédophilie à cette époque, mais il y a une vingtaine d'années, il y a beaucoup de jeunes lycéennes et collégiennes qui vendaient leurs culottes aux hommes. C'était un commerce qui était très... Et ça, c'était extrêmement choquant pour moi. Et d'un autre côté, donc en fait, c'était des mineurs, et c'était très toléré. Il y a aussi Enjokosai, c'était aussi des jeunes étudiantes, enfin même pas étudiantes, collégiennes et lycéennes, qui acceptaient de sortir avec les hommes de 40 ans, enfin pas si vieux que ça, mais bon, et en monnayant. Et c'était les mœurs acceptées. C'est quand même, en France, ça aurait été un scandale, surtout aujourd'hui. Et là aussi, des garçons qui... c'est aussi une provocation de lire des mangas comme ça érotiques, alors qu'il faut... Et c'est aussi une atteinte aux droits de femmes, on peut dire ça. Et je trouve que ce qui se passe en France est un peu exagéré, quand même, l'histoire il y a beaucoup donc cette tendance à dénoncer les harcèlements sexuels, c'est un peu exagéré, parce que je dis attention, parce que si vous dites comme ça, bientôt les hommes n'osent plus vous adresser une parole même de compliment. Ça va être comme au Japon, que les hommes deviendront des herbivores. Donc il faut quand même faire attention. C'est vrai qu'il n'y a plus de paroles un peu flatteurs, c'est aussi triste.
Et au Japon, tu disais que dans le métro, il y avait des wagons exprès pour filles, pour éviter... Oui, mais ça, ça existe peut-être dans des pays scandinaves aussi, enfin, des hôtels où il y avait un étage uniquement pour les femmes. Mais ça, c'est pas si mal, parce qu'il y a quand même beaucoup de promiscuité. Et justement, moi, je prenais le train de filles le matin dans la dernière famille d'accueil. Il y avait toujours des hommes qui essayaient de venir, qui se cachaient avec le journal. Parce qu'en fait, ils sont un peu frustrés finalement. C'est ça, à la maison, ils n'ont pas de vie sexuelle heureuse. Donc, du coup, en fait, quand même, ils ont une frustration, enfin, ils veulent autre chose.